Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 décembre 2025 et notre cher, notre grand ami, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Je suis heureux d'être avec toi, mon cher, très cher ami. Le juge ne s'en remettra jamais. Larry, laisse-moi commencer. Abonne-toi s'il te plaît et clique sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment, car l'algorithme fonctionne ainsi, et faire cela nous serait d'une grande aide. Maintenant, Larry, laisse-moi commencer par le cas du Venezuela et ce qui s'est passé avec le bateau. Tu sais, ils ont bombardé le bateau, 2 survivants en sont sortis, puis ils l'ont frappé avec une deuxième bombe. Ils ont essentiellement assassiné les 2 survivants de la première attaque. Voici ce que la Maison-Blanche dit en réponse, car il y a beaucoup de répercussions discutées dans les médias traditionnels et alternatifs à propos de ce qui se passe au Venezuela et de ces attaques. Voici ce qu'a déclaré la Maison-Blanche. L'administration a-t-elle confirmé, nié ou révélé s'il y avait des survivants après cette première frappe? Et quelle menace imminente 2 survivants pourraient-ils représenter, vraisemblablement accrochés à l'épave de ce bateau? Encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que vous n'écoutez pas vraiment attentivement la déclaration que j'ai fournie. L'amiral Bradley a agi pleinement dans le cadre de son autorité et de la loi, en ordonnant l'engagement afin de s'assurer que le bateau soit complètement détruit et que la menace des narcoterroristes contre les États-Unis soit éliminée. Pour toute autre question concernant sa réflexion, je vous renverrai au département de la guerre. Évidemment, je n'étais pas dans la salle. Oui, je suis content qu'elle ait enlevé la croix de son cou, parce que dans ce cas précis, et dans bien d'autres avant, la croix se serait transformée en croix enflammée et lui aurait brûlé le cou. Qu'elle se dise chrétienne est risible. Elle ment, et elle ment très mal. Les chrétiens mentent mieux que ça. Elle a rejeté la faute sur l'amiral. Elle l'a complètement retirée de Hegseth et de Trump, bien sûr, par extension, et l'a mise sur l'amiral. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu le sais probablement, mais peut-être que tes auditeurs ne le savent pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un ME-109 allemand fonce sur un B-17 américain, les B-17 larguant des bombes sur l'industrie allemande. Le ME-109, un pilote de chasse allemand, a pour mission d'abattre le B-17. Il abat le B-17, il abat un autre B-17, puis un mitrailleur sur l'un des B-17 ou un P-51 ou un autre avion d'escorte, là-bas à son tour. Il parvient à sortir de son cockpit et à se mettre sous la soie. Il descend en parachute. L'un de nos avions de chasse arrive et le mitraille alors qu'il est sous son parachute. C'est un crime de guerre. Autre exemple. Des prisonniers allemands se rendent pendant la bataille des Ardennes, la contre-offensive allemande de 1944-45. Les troupes américaines, au lieu de les faire prisonniers et de les envoyer dans des camps de prisonniers de guerre, les abattent. C'était un crime de guerre. On a appelé cela le massacre de Malmedy. Ce qui est arrivé à ces 2 personnes, d'après ce que je comprends, dans ce bateau ou en dehors de ce bateau après la frappe initiale, constitue un crime de guerre. Et Donald Trump, Pete Hegseth, ainsi que cette femme juste là pour ses mensonges, sont coupables de complicité ou d'avoir ordonné des crimes de guerre. Point final. Il n'y a plus rien à discuter, ni en droit international, ni en droit national. Et cela est renforcé en droit national par le fait qu'aucune guerre n'a été déclarée par le Congrès contre ces soi-disant menaces à la sécurité nationale, ces narcoterroristes envers les États-Unis. Sans même mentionner le fait que tous les services de renseignement crédibles que je connaisse, américains, européens, peu importe, affirment que Nicolás Maduro est un narcoterroriste.
Alors, comme l'a dit le New York Times, enfin, j'ai presque laissé tomber le journal. Ils ont appelé ça de la dissonance. Libérer Hernandez de prison, un trafiquant de stupéfiants confirmé et condamné, tout en s'en prenant à Maduro, une personne qui n'est pas un narcotrafiquant. C'est de la dissonance politique. C'est tu sais, oh tu crois? Tout ce que nous voulons c'est le pétrole, Nima. Tout ce que nous voulons c'est le pétrole. Et tu sais, Israël cherche d'autres choses aussi. En partie le pétrole. Israël va se retrouver dans une situation désespérée, à la recherche de gaz et de pétrole parce que le monde décide rapidement qu'il ne va plus fonctionner avec eux à cet égard. Et ils l'obtiennent à prix réduit parce qu'ils trichent. Ils trichent tout le temps. Ils ne veulent traiter avec personne qui ne leur accorde pas de prix réduit pour leurs besoins énergétiques. Et c'est ce qu'ils font tout le temps. Bref, cela m'a lancé sur le sujet crime de guerre. Crime de guerre. Crime de guerre. Le président des États-Unis d'Amérique est un criminel de guerre. Il ne mérite pas le prix Nobel, à moins qu'ils ne se déshonorent eux-mêmes de façon grotesque pour le lui donner. C'est un criminel de guerre. Sa place n'est pas de recevoir le prix Nobel de la paix ou quoi que ce soit d'autre. Sa place est à La Haye devant la Cour pénale internationale. Et il doit être condamné et envoyé en prison. Cela n'arrivera pas, bien sûr, mais c'est le monde tel qu'il est. Larry, Donald Trump a dit que Pete Hegseth ne connaissait pas la seconde. C'est des conneries. C'est des conneries. Ils rejettent déjà la faute sur l'amiral. Et ça, c'est sur instruction de Hegseth, je peux te le garantir. Ils rejettent la faute sur l'amiral. Maintenant, je ne le décharge pas de sa responsabilité, parce qu'il aurait dû dire non, et même un grand non. Je ne fais pas ça. D'après ce que j'ai compris de l'événement, ça venait pas des airs, ça venait d'une île, et c'était un drone contrôlé, si tu veux. Les drones peuvent être autonomes. Though bientôt quelqu'un utilise moins une communication laser in old. Et ce qu'ils ont fait, c'est voir clairement que les gens étaient dans l'eau, ou peu importe, à l'extérieur du bateau, et qu'ils avaient survécu à la première frappe. Et ensuite, ils les ont frappés de nouveau. C'était probablement une décision prise, je dirais, au plus haut niveau. Elle a été prise par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Au minimum, elle a été prise par l'amiral. Ou bien, étant donné à quel point nous avons empiré ces derniers temps, Nima, avec les forces spéciales, elle a pu être déléguée au chef d'équipe, et c'est lui qui a pris la décision. Mais si on y regarde de près, c'est un crime de guerre. Voici ce qu'a dit Pete Hegseth. Oh, parfait, je pourrais écouter ça. Encore une fois, nous venons tout juste de commencer à frapper les bateaux des narcotrafiquants et à envoyer les narcoterroristes au fond de l'océan, car ils ont empoisonné le peuple américain. Joe Biden a essayé d'aborder le problème avec des gants de velours et leur a permis de franchir la frontière. Les cartels prennent le contrôle des communautés. 20 millions de personnes, des centaines de milliers d'Américains empoisonnés. Et le président Trump a dit non, nous retirons les gants. Nous portons le combat à ces organisations terroristes désignées, et c'est exactement ce que nous faisons. Nous arrêtons la drogue, nous frappons les bateaux, nous vainquons les narcoterroristes. Et nous disons, on pourrait dire une chose, que les drogues arrivant par la mer ont diminué de 91%. C'est du grand n'importe quoi. C'est un mensonge tellement énorme qu'il ne tiendrait même pas dans une grande tente GP. Une baisse de 91%. Nous avons frappé mois après mois après mois dans les Caraïbes, de l'autre côté dans le Pacifique, et même parfois au Mexique, mois après mois pendant un an. Et la plus forte réduction que nous ayons jamais obtenue était de 11%. Ils mentent effrontément,
ce qui est devenu une profession dans cette administration, surtout pour le président qui ment effrontément. Et examinons cela de plus près. Rien n'arrêtera le flux de drogue vers les États-Unis d'Amérique, sauf si l'on s'attaque au centre de gravité de cette situation, ce que les Allemands appelaient le centre de gravité. Vous savez ce qu'est le centre de gravité? Ce sont les gens qui consomment les drogues. Laissez-moi le redire. Les gens qui consomment les drogues, les PDG, les directeurs d'exploitation, les ingénieurs informatiques, tous ceux qui prennent des drogues, y compris les pauvres qui le font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils en ont besoin simplement pour survivre. Voilà le centre de gravité de la guerre contre la drogue. C'est eux qu'il faut viser pour infliger un coup sérieux au narcoterrorisme. Ce ne sont pas les gens qui cultivent le pavot. Ce ne sont pas ceux qui, dans les laboratoires chimiques, fabriquent les produits de synthèse, le fentanyl. Ce n'est rien de tout cela. Ce ne sont pas non plus les transporteurs. Ce sont les gens qui consomment les drogues. Nima, penses-tu qu'ils transporteraient ces drogues si elles n'étaient pas reçues et utilisées à l'autre bout? C'est ça la stupidité de tout cela. C'était la stupidité de Ronald Reagan, la stupidité de George H.W. Bush, la stupidité de George W. Bush, de chaque président sans exception. La guerre contre la drogue. Idiotie, idiotie. Et pourtant nous l'avons fait. Nous l'avons fait parce que c'était politiquement acceptable. Les Américains ne veulent pas qu'on leur dise, les Européens non plus, qu'ils en sont la cause. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que leur habitude en est la raison. Ce n'est pas du narcoterrorisme. C'est des conneries. Ce sont les gens qui prennent les drogues. Écoutez, Américains, c'est vous le problème. Vous, les salauds qui consommez ces drogues, vous êtes le problème. Mais nous ne venons pas après vous. Nous nous en prenons aux pauvres campesinos et à d'autres qui essayent peut-être simplement d'en tirer un maigre revenu. Quant aux individus odieux qui dirigent tout cela et en tirent des milliards, là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas du narcoterrorisme. Donald, mon grand, Petey, mon grand, et une armée qui suit le mouvement et fait ce qu'elle fait, c'est tout simplement impardonnable. Je dois en conclure à cet instant précis que je crains vraiment que nous soyons au bord d'un coup d'État parce que l'armée s'y prêterait. Larry, personne ici en Amérique latine ne prend Donald Trump au sérieux de la manière dont il en parle. Tu as mentionné le fait de s'en prendre à ces bateaux. Quel en serait le résultat? Il faut s'attaquer aux racines du problème. Et cela passe par la politique, par des discussions entre chefs d'État, pas en s'en prenant à ces gens sur des bateaux. Maduro n'est pas un trafiquant de drogue. Il n'existe aucune agence de renseignement professionnelle au monde, sauf peut-être le Mossad, pour d'autres raisons, qui dirait qu'il est un trafiquant de drogue. S'il a quoi que ce soit à voir avec la drogue, c'est à titre personnel, et c'est insignifiant. Il n'est pas le problème. Et quiconque connaît les routes vous dira d'où vient la cocaïne, et elle ne vient pas du Venezuela. Ils vous diront d'où vient le fentanyl, et il ne vient pas du Venezuela. Retournez lire le livre de Misha Glenny, publié il y a une vingtaine d'années, où il explique que 5 000 milliards de dollars disparaissent chaque année, orchestrés depuis Doha, Tel Aviv, New York, les banques s'occupant du blanchiment d'argent et de tout le reste. 5 000 milliards de dollars disparaissent. C'est probablement 10 000 milliards maintenant, car cela fait 20 ans que Misha a écrit le livre. Et il vous dira que la première chose, c'est la traite des êtres humains. Ensuite, on ajoute le trafic d'organes, puis la prostitution, et ainsi de suite. Et peut-être qu'on ajoute les drogues illicites, elles figurent quelque part dans tout ça. Il vous dira que la véritable raison pour laquelle tout cela fonctionne, ce sont les banques de New York,
les banques de Doha, les banques de Tel Aviv. C'est pour cela que ça fonctionne. C'est là qu'ils blanchissent leur argent. C'est comme ça qu'ils obtiennent des milliards. Donc nous n'attaquons pas les bonnes cibles. Nous attaquons le pauvre campesino, le pauvre agriculteur qui cultive le pavot ou la coca, ou bien nous nous en prenons aux personnes qui dirigent les laboratoires. Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas ce que nous devrions faire. Tout le monde devrait s'en prendre à ces opérations de laboratoire, car ce que Misha vous dit, c'est que dans l'avenir, et cela se produit déjà, cultiver des plantes comme le pavot pour produire de l'opium, ou d'autres cultures pour fabriquer de la cocaïne, etc., appartiendra au passé. Il est désormais bien plus rentable et bien plus simple, sur le plan logistique et autrement, de fabriquer ces drogues en laboratoire. Et l'Inde en particulier forme les chimistes qui vont inonder le monde. Ils sont déjà en train de le faire. Et ces chimistes vont travailler dans ces laboratoires, fabriquant ces drogues ésotériques que les gens en Europe et aux États-Unis vont consommer. Ce sera le nouveau narcoterrorisme dans le monde. Le fentanyl est l'un des premiers exemples de ce type de drogue fabriquée chimiquement, quelque chose qui a des usages médicaux légitimes, mais qui tue aussi des gens dans le monde de la drogue. Voilà où nous en sommes. Et nous en sommes là parce que nous n'avons jamais eu les bonnes politiques. Ce sont des politiques stupides, idiotes. Mais c'était de rigueur sous l'administration Trump. Cela n'aurait pas dû être de rigueur sous Reagan, Bush, Clinton, Obama et bien d'autres. Mais tout le monde a simplement continué ainsi. Il y a des gens, vous savez, à la fois parmi les républicains et les démocrates, qui parlent tous de l'attaque contre le Venezuela. Ils s'opposent aux politiques de l'administration Trump, affirmant que cela provoquerait un immense chaos dans la région et soulèverait des questions sur ce qu'il adviendrait des États-Unis par la suite, que l'attaque échoue ou réussisse. Ils mettent en garde à ce sujet. Mais y a-t-il quelqu'un dans l'administration Trump qui écoute ces personnes? Parce qu'il ne s'agit pas seulement des démocrates. Nous avons des républicains qui disent qu'une attaque contre le Venezuela serait dévastatrice pour les États-Unis. Eh bien, je comprends qu'hier ou avant-hier, ils ont transféré Laura Loomer au Pentagone. Alors peut-être que nous aurons enfin quelqu'un maintenant. Je dis ça, que Dieu bénisse le Pentagone s'il survit à Laura Loomer. Je pense que tout cela n'est que du bluff. Je pense que c'est un grand bluff. Je pense que Trump est un grand bluffeur. Dans ce cas, je pense qu'il bluffe. Et le fait qu'il parle apparemment à Maduro au téléphone de temps en temps, il lui donne ce qu'il veut. Et Maduro, d'après ce que j'entends, accepte plus ou moins une partie de tout cela, sinon la totalité. Il est prêt, sa poudre est sèche, et il est prêt si quelque chose se produit. Et les Russes aussi, et les Chinois aussi. John Mearsheimer en parle. John a raison. Nous venons juste d'observer cela. Un élément majeur de ce dont je parle, le pouvoir qui se déplace vers l'Est, c'est que la doctrine Monroe est morte parce que la Russie a déployé des navires de guerre dans l'hémisphère occidental et ces navires promettent d'aider le Venezuela. Maintenant, on ne sait pas ce qu'ils ont d'autre placé dans l'hémisphère occidental. Peut-être un Poséidon, peut-être un sous-marin que nous ne pouvons pas localiser. Mais il a raison. Mearsheimer a raison. C'est un nouveau théâtre d'opération dans cette immense guerre qui se déroule déjà entre la Chine, la Russie et l'Inde. Dans cet ordre, ou dans l'ordre Russie, Chine, Inde. Mais nous préférerions que ce soit Chine, Russie, Inde. Et la Russie vient de nous damer le pion en disant, en substance, « Tu ne trouves pas problématique que tes forces soient proches de mes frontières? Eh bien, je vais simplement placer des forces près des tiennes. Et au passage, je pense que je vais les mettre à proximité de ce gigantesque porte-avions bientôt coulé, appelé le Gerald Ford. Donc échec et mat, Donald. »
Larry, avant de passer en direct, tu parlais d'écouter Vladimir Poutine et de le comparer à Donald Trump. La façon dont il perçoit l'intérêt de la Russie, ce que la Russie veut précisément avec les États-Unis, et la relation entre les États-Unis et l'Ukraine. Comment vois-tu ces deux dirigeants? Parlent-ils vraiment des principaux objectifs dans leur stratégie pour les pays qu'ils servent? Je crois que je t'ai dit avant que nous passions à l'antenne que j'avais fait une interview avec Rick Sanchez sur Russia Today ce matin. L'une des premières choses qu'il a faites, en plus de diffuser le discours, je crois que c'était celui que Poutine prononçait, c'était de me montrer un film. Puis ce film a servi d'introduction à l'interview. Jared Kushner, Steve Witkoff et Dmitriev sortant d'un hôtel ou d'un autre endroit et partant pour une visite de Moscou. Il m'a un peu demandé « Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ?» Et j'ai répondu « Tu regardes la diplomatie de Trump. Qui la dirige? Le membre principal du clan Trump, amassant des milliards et des milliards de dollars grâce à Donald Trump. » C'est lui qui dirige tout ça. Voilà qui résume la politique. Ce que nous faisons ici, c'est simplement parler de l'Ukraine, de manière accessoire. C'est juste un sujet dont nous parlons et que nous utilisons comme prétexte. Ce dont nous parlons vraiment, c'est de ce que Sergei Lavrov a dit à Marco Rubio à Riyad il y a quelques mois. Savez-vous que vous avez perdu 300 milliards de dollars en ne traitant pas avec nous? C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ce qui fait saliver Trump. La perspective d'un véritable rapprochement avec Moscou, tout l'argent, les hôtels qu'il va construire et le prix de la paix qu'il va remporter. Tout cela, c'est ce qui motive Trump. Et c'en était une démonstration éclatante. Vous n'avez pas montré Sergei Lavrov, vous n'avez pas montré Marco Rubio, vous n'avez pas montré Volodymyr Zelensky. Je n'arrive même plus à prononcer son nom, Zelensky. Volodymyr Zelensky. Oui, tu as montré Kushner, l'architecte du Grand Accord à Gaza, et tu as montré Witkoff, l'autre architecte du Grand Accord à Gaza, qui n'a rien d'un grand accord. C'est une trahison des Nations Unies et une trahison totale des Palestiniens. Mais ça va rapporter de l'argent, et Jared va en toucher une grosse part. Voilà Donald Trump, et c'est de ça qu'il s'agit. Alors tu me demandes, qu'est-ce que l'Ukraine devra céder? Tout, si la Russie le veut. Et la Russie le veut. Donc, je veux dire, tu vois, il va devoir trouver un moyen de maquiller cet accord. Mais sa motivation principale est claire. Witkoff, immobilier, Kushner, immobilier. Que veux-tu savoir de plus? Rubio, meurtrier, néoconservateur, connard. Non, tu as de l'immobilier et encore de l'immobilier. Exia, criminel de guerre. Qui pourrait-il envoyer d'autre que les magnats de l'immobilier, Kushner et Witkoff? Je ne sais pas si tu as vu les images de la réunion. C'était Vladimir Poutine avec Ushakov et Kirill Dmitriev. Lavrov n'était pas là. En revanche, nous avions Steve Witkoff avec Kushner. Je ne sais pas ce qui se passe avec Sergei en ce moment. J'aimerais bien. Je ne sais pas s'il souffre d'une maladie qui le hante, ou s'il se contente de faire ce genre d'apparition sporadique. Il y a quelque temps, il avait disparu pendant un bon moment. Ou peut-être que Poutine veut simplement rivaliser avec Trump. Oui, il ne veut pas avoir de diplomates sur place. Oui, c'est possible, parce que Rubio n'est pas là. Quelle en est la raison? Je reviens sans cesse à la recommandation de Tucker Carlson. Selon Tucker à Donald Trump, tu ne veux pas faire de Rubio ton vice-président, ils t'assassineront. Alors Trump dit d'accord, Marco, garde tes distances. Larry, on a demandé à Vladimir Poutine ce qu'il pensait des Européens, si la Russie allait attaquer l'Europe ou prévoyait de le faire. Voici ce qu'a répondu Vladimir Poutine.
Nous avons dit 100 fois que nous n'avons aucun projet de combattre l'Europe. Mais si l'Europe veut se battre et engage ce combat, alors nous sommes prêts dès maintenant. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule question est de savoir si l'Europe déclenche la guerre, si elle la déchaîne, car ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous utilisons des moyens chirurgicaux. Nous essayons d'être vraiment prudents, et vous comprenez pourquoi. Et ce n'est pas une guerre au sens propre du terme. Mais si l'Europe décide soudainement de commencer une guerre, et si elle le fait, alors très vite, nous pourrions nous retrouver sans personne avec qui négocier. Ce qu'il disait en substance, c'était « Ils peuvent déclencher une guerre, mais moi, je la terminerai. » Et tu ne sais pas comment ça va terminer. Hier, Larry, je parlais avec Paul Karagravers, en compagnie de Larry Johnson. L'un des principaux points de désaccord entre Larry et Paul concernait la manière dont la Russie mène la guerre en Ukraine. Paul disait que la Russie n'était pas assez forte pour vraiment montrer sa puissance, tu sais, pour y aller à fond. Et Larry expliquait qu'il décrivait la situation du point de vue de la Russie, la façon dont la Russie voit l'Ukraine, comme vient de le dire Vladimir Poutine. Tu sais, ce n'est pas une guerre. Il a littéralement dit « Ce n'est pas une guerre en Ukraine. Nous essayons d'une certaine manière, c'est une opération militaire spéciale, disons-le ainsi. » Oui, et il ne semble pas qu'ils aient l'intention de changer leur stratégie en Ukraine avant de mettre fin au conflit. Poutine est un élève très attentif de Clausewitz, et Clausewitz, à mon avis, reste probablement le plus grand théoricien de la guerre au monde. Maintenant, le modèle de Clausewitz, je pense, était Napoléon, car Clausewitz ne manque jamais une occasion de dire que le prince et le général devraient idéalement être une seule et même personne. Ainsi, il n'y a aucun risque d'erreur de communication. Lorsqu'on a un président civil ou un premier ministre civil et un général qui est un professionnel militaire, il y a toujours un risque de malentendu, d'erreur dans la transmission des ordres. Mais si le prince est aussi le maréchal, il n'y a aucun risque de mauvaise communication. Le maréchal peut se tromper, le prince peut se tromper, comme Napoléon l'a fait, mais c'est la situation idéale. Et la raison pour laquelle Clausewitz ressent cela ainsi, c'est parce qu'il est essentiel que le volet politique imprègne le volet exécutif, l'armée, du concept et du but pour lesquels elle part tuer des gens. C'est crucial de bien le comprendre et de le maintenir. C'est un point clé chez Clausewitz. On ne peut pas s'arrêter. Le premier jour, le président ne peut pas simplement dire « Très bien, je les ai envoyés. Maintenant, allez-y, menez la guerre, faites la guerre. » Non, il faut rester en contact permanent, car chaque jour où l'on tue des gens a sa propre dynamique. Chaque jour sans victoire a sa propre dynamique. Poutine est un élève de cette pensée, et il a joué cette carte clausewitzienne du début à la fin, n'utilisant jamais trop peu, gardant toujours à l'esprit le but ultime, qui est d'assurer sa proximité stratégique. Point final. Du point de vue d'un professionnel militaire, c'est merveilleux de le regarder et de l'écouter, ainsi que tous ceux qui l'entourent et qui comprennent au moins en partie ce qu'il fait. C'est le stratège principal ici. Et il semble avoir su se frayer un chemin à travers les exécutants militaires pour atteindre les meilleurs. Et eux-mêmes ont su s'entourer des subordonnés nécessaires pour mener un conflit de manière à produire une victoire politique. Et c'est là l'essentiel, la victoire politique, non pas la victoire militaire, la victoire politique. Souvent, la victoire politique est ce qui permet d'y parvenir, mais pas toujours. Il faut savoir quand s'arrêter, quand recommencer, et ainsi de suite.
De plus, il faut jouer chaque jour différemment. C'est la leçon la plus importante de Clausewitz. Et je n'ai vu personne sur cette terre, en 81 ans de vie, dont 70, disons, pleinement conscients, aussi doué que Poutine dans cet art. À mon avis, il n'y a aucune chance qu'il perde. Il va gagner, il va aussi gagner à la table des négociations, et de manière éclatante. Et ce sera au total discrédit et au péril ultime de l'Europe si elle ne le reconnaît pas, ne l'admet pas et ne s'y adapte pas d'une manière ou d'une autre. Et non pas en renforçant l'Allemagne ou quelque autre mécanisme interne à l'Europe pour à l'avenir affronter la Russie. Ce serait une erreur tragique, comme il essayait de le suggérer là. Une erreur tragique, surtout maintenant que nous observons certaines des choses que nous voyons. Ces armes qui apparaissent aujourd'hui, associez-les à des armes nucléaires, ou peut-être que je ne devrais même pas dire armes nucléaires, associez-les à la puissance de destruction que la technologie moderne confère à ces armes. Et nous avons un champ de bataille différent, un scénario de guerre différent, si vous voulez. Si nous passons à grande échelle, puissance contre puissance, personne n'en sortira vainqueur. Clausewitz cherche à la gagner, et il parle de l'absurdité d'une guerre sans objectif politique possible. Tu pars simplement en guerre pour tuer des gens. Je veux dire, c'est un peu comme ça qu'il fallait le voir à l'époque. Il ne connaissait pas les armes nucléaires. Réfléchis à ça. Réfléchis à cette théorie en termes d'armes nucléaires. Tu es complètement stupide. Tu es totalement absurde. C'est le mot juste. Il vient directement de la philosophie d'Albert Camus. Il est absurde de faire la guerre sans véritable objectif politique. Et quand on fait la guerre avec des armes nucléaires, on n'a pas de véritable objectif politique, si ce n'est le suicide. Donc même s'il ne connaissait pas les armes nucléaires, il offre une leçon saisissante aux planificateurs de guerre nucléaire, sur la guerre, Vom Krieg, son livre. Larry Zaluzhny. Il a dit que les garanties de sécurité pour l'Ukraine, après ou pendant les discussions sur un règlement en Ukraine, incluent l'idée de déployer des armes nucléaires en Ukraine comme l'une des supposées garanties de sécurité. Qui parle de cela? Zaluzhny. Zaluzhny, l'ancien ambassadeur ukrainien, n'est-ce pas? Il est maintenant l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni. Qui va fournir cela? Quelle est la raison d'aller dans cette direction? La dernière chose au monde que je ferais serait de donner une arme nucléaire à qui que ce soit en Ukraine. À qui que ce soit. C'est la dernière chose que je ferais. Dieu merci, nous avons réglé cela à la fin de la guerre froide et nous les avons retirés. Nous étions d'accord là-dessus, nous étions tout à fait favorables à cette décision. Reprendre les armes nucléaires qui ne se trouvaient pas en Russie proprement dite, si l'on peut dire, et les ramener en Russie proprement dite. Il parle de l'adhésion à l'OTAN. Nous avons appris du secrétaire général de l'OTAN. Il semble qu'il ait dit que tous les membres doivent être d'accord sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il semble qu'il n'y ait pas d'accord entre les membres de l'OTAN. C'est fini. Vous savez, l'adhésion à l'OTAN, à mon avis, n'aura pas lieu. Et l'autre point concerne les forces militaires étrangères capables de confronter la Russie en Ukraine. Neutre. L'Ukraine doit être neutre. Oui. Quelles sont ces forces? Viennent-elles du Brésil, de la Chine, de je ne sais pas, de l'Inde, peut-être? S'il s'agit officiellement de forces de maintien ou d'imposition de la paix relevant du chapitre 6 ou du chapitre 7, je dirais qu'elles devraient provenir des BRICS ou d'un endroit qui ne serait pas immédiatement compromis. Elles ne pourraient pas venir d'Europe ni des États-Unis. Elles devraient venir de pays avec lesquels la Russie se sentirait à l'aise.
Peut-être l'Indonésie, je ne sais pas. Certains pays asiatiques. Bien que les Indonésiens soient beaucoup sollicités en ce moment, ils sont censés aller à Gaza aussi. Oui, oui. Mais après tout, Larry, penses-tu que ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui ils ont eu une réunion, Steve Whitcomb a eu une réunion avec Vladimir Poutine, penses-tu qu'ils parlaient de la taille de l'armée, tu sais, 600, 800, ils en parlent, mais c'est pas possible. Je pense que ce genre de détails serait réglé s'ils le faisaient correctement en ce moment, s'ils le faisaient bien, s'ils avaient mis en place des groupes de travail. On met en place ces groupes de travail avec des experts du DOD, du DOE, du DOS, de toutes les différentes agences et de leurs équivalents en Russie. Chacun de ces groupes de travail est spécialisé dans l'un des sujets et ils en règlent les détails. Les grands dirigeants ne s'occupent pas des détails. Les groupes de travail reviennent ensuite au sommet ou au sous-groupe du sommet, présentent leurs résultats, les affinent, puis repartent en négociation. C'est ce que nous n'avons pas fait par le passé. J'espère que nous faisons cela avec ce groupe, même si je m'inquiète vraiment de trouver les experts dans cette administration capables de constituer tous ces différents groupes de travail. Je m'en inquiète aussi pour les armes nucléaires, car tout ce que je vois dans cette administration, du moins au niveau sous-jacent, là où les groupes de travail seraient formés, ce sont des profils à la Hegseth, à la Bondi, à la Noem et à la Kash Patel. Cela ne va pas fonctionner. Ces gens ne sont pas seulement obstinés, ils ne sont pas seulement odieux, ils sont incompétents. Et on ne veut pas de personnes incompétentes dans ces groupes. On veut des experts. Pensez-vous que l'administration Trump, ou Donald Trump lui-même, ait décidé de cesser de soutenir l'Ukraine et la guerre en Ukraine? Parce que ce serait le point crucial si les États-Unis n'étaient pas là pour les aider. Aujourd'hui, oui. Mais demain, après que Macron, Starmer ou quelqu'un d'autre l'aura influencé, ou même Zelensky, je pense que Zelensky a perdu sa carte avec Trump. Vraiment. Je crois qu'il l'a perdue. Je ne pense même pas que Trump veuille encore être en sa présence, sauf pour la forme. Mais avec Trump, on ne sait jamais. Quelqu'un le convainc et il déplace Laura Loomer à la défense. Et maintenant, nous avons ce facteur inconnu à la défense. Ce qu'elle va y faire dépasse l'entendement. C'est elle qui lui fournit toute l'intelligence artificielle sur Nicolás Maduro. Tu sais, ce qui est tellement absurde, Larry, à propos de l'Europe. Tout le monde parle d'un règlement en Ukraine, mais en même temps, on parle aussi d'autres choses. Comment combattre la Russie? Ce sont deux approches différentes pour traiter la question de l'Ukraine. Et tu as mentionné Macron. Voici ce que Macron a dit lors de la réunion qu'il a eue avec Zelensky. Regarde simplement l'absurdité de ce dont il parle. Il ne criait pas sur Candace Owens. Il n'y a pas d'entité indépendante. On n'entend jamais parler de corruption en Russie, car il n'existe aucun organisme indépendant pour l'examiner. Ainsi, lorsque nous soutenons des efforts de guerre, il est important d'être très exigeant et de veiller à ce que les responsables rendent des comptes. La lutte contre la corruption ne fonctionne que lorsqu'il y a des enquêtes et de véritables décisions prises. Mais ce qui est profondément préoccupant, c'est qu'on n'entend jamais parler de corruption en Russie à cause de la manière dont le système a été conçu et maintenu. Vous savez, je suis désolé, Monsieur le Président, mais nous ne parlons pas de la corruption en Russie, parce que la corruption en Russie n'a absolument rien à voir avec le champ de bataille. Gagner, perdre, faire match nul, cela n'a rien à voir avec le champ de bataille, parce que la Russie a gagné. Donc,
Qu'ils aient gagné par la corruption ou par une pureté immaculée est sans importance. Vous êtes stupide, monsieur le Français, mais je le savais déjà. Cela n'a aucun sens. Il détourne la conversation parce qu'il n'a rien de concret à dire. Quelle différence cela fait-il si Joe Staline est corrompu jusqu'à la moelle, renvoie tous ses généraux, commet une énorme erreur, perd 20 millions de soldats, mais marche quand même sur Berlin et gagne cette fichue guerre? Non, je ne veux pas entendre parler de la corruption de Joe Staline. Je me fiche de la corruption de Joe Staline. Ce qui m'importe, c'est de savoir si la personne à qui je donne de l'argent et que je soutiens est corrompue. Espèce d'idiot de français. Va-t'en. You idiot Frenchman, go away. Larry, je pense vraiment que l'Europe doit décider de la manière dont elle aborde la question de l'Ukraine. Parce que quand on voit Witkoff là-bas, Kushner là-bas, cela montre à quel point Donald Trump est sérieux. La présence de Kushner, à mon avis, signifie quelque chose de différent, mais tout de même, c'est un signal fort. Exactement, un signal fort. C'est ainsi que je le vois. Et d'un autre côté, il n'y a aucun moyen de mettre fin au conflit en Ukraine sans impliquer les Russes, sans inclure les Européens dans l'accord, Larry, parce que c'est leur région. L'Europe, avec la Russie et l'Ukraine, forme ce qu'ils appellent une zone tampon, une zone neutre, peu importe comment on l'appelle. Mais au final, je pense que l'Europe doit être présente. Et voici l'un des journalistes européens qui demande à Kaja Kallas si l'Europe aurait quelqu'un comme Steve Witkoff dans les négociations. Voici comment Kaja Kallas répond. Ne serait-il pas utile à ce stade d'ouvrir des négociations directes avec Moscou et d'envoyer une sorte de Witkoff européen? Merci. Thank you. Eh bien, tout le monde a été très clair, surtout les Russes, sur le fait qu'ils n'ont aucun intérêt pour la paix en ce moment. Donc, encore une fois, nous devons les placer dans une position où ils seront obligés de négocier. Pour l'instant, ils ne sont pas dans cette position, car ils pensent pouvoir tenir plus longtemps que la Russie. Ils espèrent aussi qu'une très bonne offre va arriver, car ils voient beaucoup de pression exercée sur la victime, mais aucun véritable sacrifice exigé de leur part. Du moins, nous ne savons pas qu'on leur ait demandé de faire des sacrifices. Il est donc clair qu'ils veulent négocier avec ceux qui leur offrent simplement quelque chose de plus par rapport à ce qu'ils ont déjà. C'est évidemment dans leur intérêt, mais cela ne devrait pas être dans le nôtre. This is clearly their interest, but it shouldn't be ours. Elle est un parfait exemple de pourquoi le Conseil n'est pas utile et en réalité est dangereux, et pourquoi l'UMMA dans son ensemble est dangereuse, parce qu'ils sont devenus une entité à part entière. Ils font des déclarations comme celle-là, qui sont totalement ridicules. Elle illustre parfaitement ce qui ne va pas avec tout ce système en ce moment, en ce qui concerne l'Europe, l'interface entre les deux. Il n'y a aucune raison pour qu'elle prenne même la parole, si vous voulez connaître la vérité. Les dirigeants individuels des pays d'Europe devraient s'exprimer. Et si j'étais à leur place, je m'y opposerais vigoureusement. Et je suis sûr que des personnes comme Viktor Orban et peut-être d'autres le feront à ce qu'elle dit. En plus de cela, ce qu'elle dit est absurde. Vous avez entendu cette petite insinuation là-dedans, qu'il y en a qui leur ont donné quelque chose, c'est-à-dire les Russes, c'est-à-dire les États-Unis, mais que nous ne leur donnerons rien. Par conséquent, nous n'aurions personne là-bas. Cette insinuation montre à quel point l'UNRWA est inutile, en fait dangereuse, dans toute cette affaire. Et je l'ai déjà dit, et je le répète. Si nous trouvons une sorte de résolution ici, nous, étant les États-Unis et la Russie, l'UPRBR et d'autres forces en Ukraine, comme les nazis, ne laisseront pas les choses se calmer. Ils ne laisseront pas les choses se calmer.
Ils continueront à attiser cette affaire pendant une décennie, ou jusqu'à ce qu'elle se retourne contre eux, ou jusqu'à ce que Poutine en ait tellement assez qu'il en frappe un, et qu'il le frappe très fort. C'est le danger de ce rapprochement entre les États-Unis et Moscou, si l'on peut dire. L'argent recommence à circuler, et tout le reste. Et soudain, vous avez ces Européens irascibles et ces nazis en Ukraine qui complotent ensemble et entretiennent les flammes. C'est là, à mon avis, le véritable problème pour l'avenir de l'Ukraine. Oui. Larry, regarde ça, ce que Peskov a dit ce matin. Il a déclaré que la Russie voulait résoudre le conflit pour des générations. Ils ne veulent pas, tu sais, d'une solution temporaire pour le cas de l'Ukraine. Ils parlent de, tu sais, Paul Karagorov continue de mentionner l'accord de Yalta, quelque chose d'important, quelque chose comme une garantie de sécurité entre l'Occident et la Russie. Les Russes sont les seuls à vouloir cela, et peut-être Trump maintenant, mais l'autre camp ne le veut pas. Il faut être deux pour danser le tango. On peut parler des conférences de Yalta, on peut parler de toutes ces réunions. Personne ici n'a capitulé sans condition. Personne n'a été totalement anéanti, même pas l'Ukraine. Elle a certes été plus dévastée que la Russie, mais aucun des deux camps, et principalement grâce au soutien de l'Union européenne, de l'OTAN et de Washington à l'Ukraine, n'a été anéanti. Aucun des deux n'a dit « je me rends sans condition, fais ce que tu veux », tu vois. Donc tu plaisantes. On a là la recette d'un conflit amer qui pourrait durer 1 ou 2 décennies. Et le seul camp qui ne veut pas de cela, ce sont les Russes. L'autre camp salive à cette perspective, car il en tirera aussi beaucoup d'argent. Et il verra là le seul ciment maintenant, cette monstruosité sur la face de la terre, l'Union européenne, unie. Leurs emplois dépendent de la poursuite de cette chose à feu doux, mais en continu. Nous sommes dans un sacré pétrin. Nous sommes dans un sacré pétrin. Et nous avons contribué à le créer. L'Empire a contribué à le créer. Et maintenant, nous nous en éloignons. D'accord. Nous avons produit un désordre. Nous n'aimons pas être dans un désordre. Très bien, nous allons aller gagner de l'argent. C'est vraiment grossier, mais c'est ce que fait l'Empire de nos jours. Regardez l'Afghanistan, regardez l'Irak, regardez la Libye, regardez la Somalie, regardez la Syrie, où nous sommes de retour à tuer des chrétiens à un rythme alarmant, avec les Israéliens qui viennent prêter main forte. Vous ne pouvez pas. Larry, as-tu vu la vidéo? Les images venant d'Israël, montrant des milliers d'Israéliens faisant la queue à l'ambassade du Portugal pour des rendez-vous de citoyenneté. Cela montre à quel point la situation est désespérée en Israël. Pourquoi doivent-ils faire cela? La plupart de ces gens sont bien éduqués et ils veulent simplement quitter Israël. Il y a des gens à New York qui me disent que la population juive de la ville pourrait augmenter d'un demi-million au cours des 6 prochains mois. Ils partent. Ils ont compris. Une chose qu'ils ont comprise, c'est qu'ils ont perdu. Et je ne suis pas sûr qu'ils en aient pleinement conscience. Je peux compatir à cela, en éprouver de l'empathie. Ils ne réalisent pas à quel point cela se reproduira gravement. Iront-ils en guerre contre l'Iran? Ils savent ce que cela signifierait, je pense. Intuitivement, sinon intellectuellement, ils sont déjà convaincus d'avoir perdu la guerre de 12 jours en réalité, parce que cette idée s'est répandue. L'emprise de Netanyahou sur la propagande à l'intérieur d'Israël n'est pas aussi forte qu'ils le croient. Alors ils s'inquiètent. Et encore une fois, des gens quittent le Nord parce que le Hezbollah rend leur séjour intenable dans les endroits où ils étaient revenus. Personne n'en parle beaucoup. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Israël continue de violer le cessez-le-feu. Ils ne font pas grand-chose là-haut. Ils agissent dans le sud,
car c'est plus favorable à leur objectif ultime, prendre le contrôle de toute cette région du Liban. On m'a dit que la projection pour Israël proprement dit était d'environ 7,2 millions de citoyens juifs et 7,8 millions de citoyens arabes, palestiniens ou chrétiens d'Israël. On m'a dit que c'est maintenant tombé à environ 7 de l'autre côté, et que pour les citoyens juifs, c'est descendu jusqu'à 5, voire en dessous de 5. Donc on parle de plus de 2 millions de personnes qui sont déjà parties. Et comme tu l'as dit, ils font la queue. Pourquoi voudriez-vous rester dans un État dont le but déclaré est votre sécurité? Contrairement à n'importe quel autre endroit dans le monde, il n'y a pas d'antisémitisme là-bas. Vous êtes en sécurité. Alors pourquoi voudriez-vous rester dans un endroit qui vous dit cela, alors que des bombes explosent autour de vous depuis 2 ans? Vous vous faites pilonner plusieurs fois, vous voyez toutes ces condamnations à mort. Vous savez, vous lisez dans le journal le nombre de personnes tuées, le nombre de suicides, le nombre de personnes souffrant de stress post-traumatique que Netanyahou aime qualifier de traîtres. Et vous voyez Bibi Netanyahou comme celui qui est aux commandes, le chef, le patron. Et sa femme, eh bien, j'ai regardé une vidéo d'elle ce matin, une de ces vidéos de la femme qui a réalisé les dossiers Bibi. Et elle a montré toutes ces vidéos de sa femme en train d'être interrogée, et ainsi de suite. Ils sont tous deux faits du même bois, des créatures ignobles, vraiment ignobles. Et ils dirigent Israël depuis presque, eh bien, au moins 20 ans. Ce qui ressort aussi, c'est qu'elle est aussi importante que lui. Je veux dire, vous savez, ce n'est pas Nancy Reagan, c'est pas Hillary Clinton, c'est une équipe à deux. Bibi et la voleuse et Bibi. Regardez ces vidéos si vous en avez l'occasion. C'est la femme qui a réalisé les Bibi Files, le documentaire, ou peu importe. Elle a filmé des heures d'interrogatoire de lui et de sa femme par la police ou je ne sais qui. On se demande pourquoi ils ne les ont pas déjà sortis dans la rue pour les pendre. Ou, ce qui serait très approprié, les faire sortir dans la rue, leur faire porter leur propre croix et les crucifier. Take them out in the street, make them carry their own crosses and crucify them. Au fait, Netanyahou demande une grâce au président d'Israël. Je sais, et Trump intervient probablement toutes les 2 heures, disant au président d'Israël, votez pour moi, pour le prix de la paix, et graciez-le. Mais il ne s'agit pas seulement du président d'Israël. L'opposition en Israël se demande s'il veut une grâce. Il veut être gracié. Il devrait alors se retirer de la vie politique. Vous savez, des élections anticipées en Israël, c'est une façon de se débarrasser de lui. Je ne vois pas Netanyahou faire cela. C'est impossible. C'est impossible. Pensez-vous que cela pourrait arriver? Je ne pense pas. Tu sais, voici comment je vois les choses. Essaye d'imaginer ça un instant. Netanyahou est là, avec son attitude effrontée, fanfaronne et malveillante, et tout à coup, il n'est plus Premier ministre. Ce serait comme dans un dessin animé. Pouf, il disparaîtrait. Toute son énergie s'évaporerait. Il serait parti. Où est-il passé? Il ne peut pas vivre sans ça. Il ne peut pas exister sans ça. Dans une certaine mesure, j'ai observé Sharon dans une situation un peu similaire. Il n'était pas aussi dépendant, si l'on peut dire, que Bibi, mais j'ai vu à quoi il ressemblait après, et je me suis dit, waouh, quel homme dégonflé. Bibi sera complètement vidé, comme un ballon, tout l'air parti. Donc il ne partira pas, en tout cas pas volontairement. Et le gouvernement, vous savez, le gouvernement en Israël, essaye de réformer la législation là-bas. Ils veulent arrêter cela. Le président d'Israël demande à Netanyahou d'y mettre fin s'il veut être gracié. Oui, il pourrait conclure un bon accord pour Israël.
Ils pourraient même éventuellement ressusciter certains aspects de leur démocratie, parce que Netanyahou l'a détruite. Mais tu sais quoi? Je pense qu'un État juif démocratique au Levant n'a pas d'avenir. C'est fini. Pourrait-il y avoir un État d'Israël? Pourrait-il y avoir un État Israël-Palestine? Pourrait-il y avoir une confédération Israël-Palestine comme on en parle un dimanche sur deux? Oui, cela pourrait exister vaguement, quelque part dans l'avenir, peut-être, si on y met beaucoup de soutien, beaucoup d'efforts, et qu'on essaie vraiment. Mais il n'y aura pas d'État juif au Levant. Point final. Catégoriquement, il n'y aura pas d'État juif au Levant. L'autre point que le président d'Israël a soulevé, c'est qu'ils veulent enquêter sur le mois d'octobre. Vous savez. Ouais, Tu sais, le 7 octobre. et ce qu'ils ont fait exprès jusqu'à présent ne fonctionne pas. Et cela entraînerait beaucoup de, vous savez, répercussions. Il pourrait y avoir un peloton d'exécution pour Bibi une fois que ce sera terminé. C'est pourquoi je ne vois pas Netanyahou faire aucune de ces choses. Il ne va rien faire. Je pense que tu as raison. Larry, j'ai vu une interview avec Abtiel Odinov. Tu sais, on parlait de Larry Johnson l'autre jour. Tu te souviens quand il est allé en Russie? Il a rencontré le général Abtiel Odinov. Il était responsable de la région de Koursk pendant la bataille là-bas. Il est originaire de Tchétchénie et il en est très fier. Il semble être l'un des principaux généraux dans la guerre en Ukraine. Voici comment il a comparé la manière dont la Russie combat en Ukraine avec celle dont Netanyahou ou les Israéliens combattent à Gaza. En tant qu'expert en combat urbain, comment évaluez-vous les actions de l'armée israélienne à Gaza? En quoi leur tactique diffère-t-elle de celle de la Russie dans l'opération militaire spéciale? Israël a-t-il des tactiques? Israël est un État fasciste. Il n'y a pas de tactique quand Israël utilise des bombes et des missiles fabriqués aux États-Unis pour tuer des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Est-ce là des tactiques? Non. Attendez. Nous combattons en Ukraine. Si vous nous avez vu combattre de cette manière quelque part, alors comparez-nous. Israël n'a pas de tactique de combat. Ils détruisent tout ce qui se trouve devant eux, sans épargner les femmes, les enfants, ni les personnes âgées. Ce ne sont pas des tactiques. Je le répète, c'est l'absence totale de tactique. Fait intéressant, lorsque nous examinons ce que disent les partisans d'Israël, leur argument est que, malheureusement, on ne peut pas combattre autrement dans une si grande ville en pleine bataille. Selon eux, la seule solution est de tout bombarder et de détruire ce qui se trouve autour. Vous avez également une expérience du combat urbain. Pensez-vous que cet argument soit vraiment valable? C'est absurde. Cet argument ne veut rien dire. J'ai libéré 36 localités dans la République populaire de Louhansk avec les forces spéciales Akhmat, y compris de grandes villes comme Rubizhne, Severodonetsk et Lysychansk. Allez-y et voyez si elles sont détruites comme les villes de Gaza. Avons-nous tué des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées? Non. Nous combattons ceux qui nous affrontent avec des armes. Nous ne combattons pas les femmes, les enfants, ni les personnes âgées. C'est la différence entre les armées russes et israéliennes. Là-bas, ce sont des femmes, des enfants et des personnes âgées qui se cachent derrière de prétendus militants quelque part. Mais désolé, si vous n'êtes pas capable de combattre ces militants et que vous tuez à la place tout le peuple palestinien, quel genre de soldat êtes-vous? Vous êtes des fascistes qui ne méritent aucun respect. Donc je ne pense pas que l'armée russe soit comparable à l'armée israélienne. Non seulement nous ne tuons pas de femmes, d'enfants ou de personnes âgées, mais nous essayons même d'épargner la vie de nos ennemis. Si vous faites des recherches sur moi en ligne,
vous verrez que j'ordonne toujours à mes combattants, si possible, de les faire prisonniers vivants, pas de les tuer, même nos ennemis. Mais les Israéliens tuent des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées, et disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Dans ce cas, ils ne devraient pas se battre, qu'ils rentrent chez eux et vivent leur vie, qu'ils ne tourmentent pas les gens, qu'ils ne tourmentent ni ne tuent tout un peuple. Bingo. Bingo. He's Bingo. absolutely spot on. Bingo. Correct. Il a absolument raison. Je n'aurais pas pu mieux le dire. Je ne me compare pas à lui sur le plan militaire, parce que c'est vraiment un type remarquable, mais je n'aurais pas pu mieux le dire. Ce sont des meurtriers. Ce sont des tueurs à gages en uniforme, conduisant des chars, tirant des obus d'artillerie et pilotant des avions. Mais ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des marins, ce ne sont pas des aviateurs, ce ne sont pas des marines. Ce ne sont rien de tout cela. Ce sont des tueurs, tout simplement. Avant, ils n'étaient pas comme ça. J'ai connu les FDI quand c'était les FDI de Moshe Dayan. Et même si je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses qu'ils faisaient, je n'étais certainement pas d'accord avec la manière dont ils ont été fondés, ni avec la façon dont ils ont évolué depuis cette fondation. Je savais qu'il y aurait des problèmes. Tout le monde savait qu'il y aurait des problèmes. Nous le savions tous dans l'armée. Vous lisez le rapport de l'état-major interarmé et il prédit à peu près ce qui va se passer. Mais lorsqu'ils sont passés au service de garnison et d'occupation, ils se sont effondrés en tant qu'armée conventionnelle, bien entraînée, basée sur les blindés. Ils sont devenus ce que les soldats de garnison deviennent habituellement, de très mauvais, voire de mauvais policiers. C'est ce qu'ils sont devenus. Chaque jour, ils frappaient une femme à coups de crosse, giflaient un homme, volaient le permis de travail de quelqu'un, pour qui ce permis représentait sa vie. Ils arrêtaient des gens au checkpoint de manière arbitraire. Ils sont devenus très très puissants. Ils ont fini par ressembler aux colons de Cisjordanie qui te tuent si tu les regardes de travers, ou simplement si tu es palestinien. Ils sont probablement le pire exemple d'armée sur la surface de la Terre aujourd'hui. Et wow, cela inclut beaucoup de gens, y compris au Soudan et dans d'autres endroits où des atrocités se produisent presque chaque semaine. Ils sont aussi mauvais, voire pires. Maintenant, nous en sommes en partie responsables, Nima, parce que nous ne les avons jamais vraiment contrôlés. Nous n'avons jamais rien fait pour leur mettre le doigt sur la poitrine et leur dire « Vous savez, ce service de garnison, ce devoir d'occupation corrompt vos forces. Il suffit d'aller à un poste de contrôle et de regarder ce qu'ils font, simplement par habitude, pour s'amuser. Allez voir les tireurs d'élite qui tirent sur des adolescents de 16 ans, leur explosant les genoux. Vous savez, ils s'approchent trop près de la clôture, alors on leur tire dans les genoux, en sachant très bien que le gars ne marchera probablement plus jamais. C'est ça, le service d'une force d'occupation. C'est stupide. Vous êtes en train de détruire votre armée. Je pense que ce qui arrive à Israël, aux soldats israéliens sur le plan mental, va se manifester dans la prochaine décennie. On peut voir à quel point c'est dévastateur. Beaucoup d'entre eux sont aussi des réservistes, qui ne correspondent pas forcément au profil que je viens de décrire. Je veux dire, ils ont effectué des missions d'occupation, mais ils tournaient. Les réguliers, j'oserais dire, je n'ai pas vérifié cela, mais j'oserais dire que les taux les plus élevés de stress post-traumatique, les taux les plus élevés de suicide, se trouvent parmi les réguliers plutôt que parmi les réservistes. Parce que les réservistes ne correspondent pas nécessairement au modèle que je viens de vous décrire. Certains d'entre eux peut-être, mais les réservistes ont été appelés un peu plus souvent que d'habitude pour des missions d'occupation, parce qu'ils n'en avaient pas assez.
Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci pour l'un des drawing per. À vendredi. Vendredi, oui. Mon Dieu, il commence à faire tellement froid ici. J'ai quitté ma tenue d'aloha. Prends soin de toi. Take care. Prends soin de toi, Larry. Au revoir.